Bonjour les gens, on est dimanche, il est 19h, alors c'est Je dirais même plus sur Station Millennium. Je dirais même plus, l'émission Grâce. Une heure hebdomadaire avec une belle bande de passionnés et ce dimanche, un médiathécaire au téléphone. Mais surtout, chaque semaine, la moitié de l'émission sera dévolue à un entretien avec notre formidable et dominical invité formidable. Eh ben, on est parti. Je dirais même plus. Alors, je dirais même plus, l'émission Grâce à laquelle vous pourrez maintenant buller chaque dimanche sans arrière-pensée. Ouais, en fait, je me suis dit dimanche, moyen. BD, buller le dimanche, non, bon, ok. Bon, moyen, ça passe pas là. Bon, ok, les amis, je la remets dans ma culotte. Bonjour et bienvenue dans la déjà deuxième émission de Je dirais même plus sur Station Millennium. Le temps file, comme disait le lièvre de Mars chez Disney. En ce magnifique dimanche 24 octobre, nous aurons 3 chroniqueurs en plateau, plus un médiathécaire bouillonnant et spécialiste du polar au téléphone. Et c'est aussi par téléphone que nous joindrons pour la première fois notre envoyé spécial à Lutèce. Et ce dimanche n'est pas tout à fait comme les autres, puisque nous aurons la joie de nous entretenir avec un grand auteur, grand dessinateur et grand scénariste. Notre formidable et dominical invité formidable n'est autre que Jean-Charles Crahen, et ça nous réjouit d'avance. Oui, il va y avoir tout ça, mais d'abord, deuxième oblige, on va vous en remettre une petite couche sur nos réseaux sociaux, à nous, où qu'on est. À toi de jouer, Damien Dognaud. Alors pour vous parler des réseaux sociaux, en fait, le plus simple, c'est d'aller directement sur votre Instagram, d'aller sur votre Facebook, d'aller sur votre Twitter, et de taper @JDMP, je dirais même plus, radio. C'est là-dessus que vous pourrez retrouver les partages des chroniqueurs, les pages des auteurs. Parfait, et il paraît qu'on a aussi une adresse mail, dis donc les gens ils peuvent nous contacter. Je dirais même plus radio@gmail.com. Pas trop la classe. Merci réseaux sociaux man. Vous êtes toujours sur la Station Millennium et c'est Je dirais même plus, où on vous parlera de BD tant qu'on nous laissera des micros ouverts le dimanche. Sans transition maintenant. Oui, on utilise cette formule sur les radios nationales quand on sait plus trop comment enchaîner, alors je m'y mets aussi. Donc sans transition, le spécialiste suivant, il est féru de polar, ce qui est bien, et de BD, ce qui est encore mieux. En tant que médiathécaire à Pordic, il gère en effet depuis 1999 le fonds La Noiraude qui recueille des nouvelles policières liées au festival Lambalet. Noir sur la ville qui aura d'ailleurs lieu dans un mois, peu ou prou, courez-y, c'est vraiment super. Frédéric Prieux est son nom et il va maintenant nous parler d'un western noir de Thierry Martin. Fred, le micro est tout à toi. Bonjour chers auditeurs et chères auditrices. Alors pour cette mini-chronique, je vous invite à vous plonger dans l'étonnant album de Thierry Martin, un dernier souffle, un western tout à fait original dans sa forme, qui ressort chez Soleil après une première parution aux éditions Black and White en 2019. Alors, pourquoi original ? Eh bien, parce qu'il s'agit d'un album entièrement muet, composé d'une seule case par page, dans un format à l'italienne, et qui avait été imaginé et dessiné au jour le jour, d'abord sur le compte Instagram de l'auteur pendant 8 mois. Et puis, on le retrouve dans sa forme livre maintenant, beau livre même. Alors, Thierry Martin ne connaissait pas du tout l'issue finale au moment où il s'est lancé dans ce défi et il s'est retrouvé embarqué, comme nous le sommes, par ce personnage qui apparaît à la première page. Une silhouette de cow-boy au cœur d'une forêt enneigée et qui avance, fusil à la main. Alors bientôt, l'homme en retrouve un autre et on comprend vite qu'il s'agit d'une traque, d'une chasse à l'homme qui va s'étendre sur 222 pages. Et oui, rien que ça. Alors, on ne sait rien de ce héros, en est vraiment un d'ailleurs, mais petit à petit, son histoire va nous être révélée. Et on va apprendre ce qui l'a conduit dans cette forêt où, de rencontre en rebondissement, son destin va se forger sous nos yeux ébahis, il faut bien le dire. Alors, et c'est formidable, c'est vraiment
vraiment formidable, car non seulement Thierry Martin réussit à nous embarquer dans ce destin, mais il utilise vraiment toutes les ressources du cadrage pour donner un rythme haletant et dynamique à son histoire, à son récit. Par exemple, il n'hésite pas non plus à jouer avec ses propres images, en faisant varier juste un élément de son dessin pour transporter le lecteur ailleurs. Tel dans ces 2 pages où, sur la première, on a le coup massif d'un personnage qui occupe les 3/4 d'une image, et sur la seconde, ce même coup, dans les mêmes proportions, devient un tronc d'arbre en pleine forêt. Donc, c'est un vrai jeu oulipien, si vous me permettez cette expression, un petit peu osée, mais c'est de l'oulipo de la bande dessinée, cet album. Donc, des interventions de ce type un petit peu ludique, il y en a certainement beaucoup, et elles incitent à recommencer sa lecture pour en redécouvrir toutes les subtilités. Et je dis recommencer car on est tellement pris par le suspense qu'on peut lire très très vite ce dernier souffle, sans prendre le temps de reprendre le sien justement, tellement le suspense est grand. Et on peut aussi recommencer pour se perdre dans les détails du dessin qui sont magnifiques dans ses couleurs noir, blanc et bleu nuit. Donc voilà. Comme je vous le disais au tout début, c'est une réédition qui est bienvenue parce que Soleil a soigné vraiment la finition de cet album. Il est sous une présentation, sous un étui percé d'un trou central qui évoque aussi bien le viseur du photographe que celui du chasseur en quelque sorte. Et donc très très belle réédition. Et si vous vous intéressez un petit peu, ou si vous ne connaissiez pas les bandes dessinées muettes, ce sous-genre que constitue la BD muette, c'est vraiment un album qui a sa place aux côtés de 3 secondes de Marc-Antoine Mathieu chez Delcourt, qui était un polar, ou du fameux Un océan d'amour de Lupano et Panaccione chez Delcourt, qui était un récit romantico-aventureux, très très bon aussi. Mais voilà, donc dernier souffle de Thierry Martin aux éditions Delcourt dans la très très belle collection Noctambule, et c'est pas très cher en plus. Donc voilà. Merci, aux éditions Soleil en fait, pas Delcourt. Exactement. Ouais, super. Voilà. C'est une super BD. Moi, j'avais eu la chance de la lire parce que mon frangin faisait partie des financeurs de la première édition. Et puis, comme je suis plus vieux que lui, il a été obligé de me la laisser lire, tu vois. Voilà. Et d'ailleurs, on est en contact avec Thierry Martin, figure-toi, et on devrait l'avoir prochainement en entretien. Donc, on croise les doigts. Voilà. Et on voulait savoir aussi, on se posait la question là, tous les 4 en plateau, et puis avec notre envoyé spécial à Lutèce, si jamais, est-ce que tu serais partant pour nous faire un petit point sur quand Noir sur la ville approchera, c'est-à-dire d'ici un mois, je pense, sur les auteurs de BD que vous y inviterez. C'est possible ? Oui, en temps voulu, effectivement. Comme ça, je pourrais regarder un petit peu dans le détail. Ouais, bien sûr, y a pas de problème. On se cale ça, pas de problème. Bon, écoutez, merci à vous. Hein. Merci à toi et à bientôt. Salut. À bientôt. Au revoir. Salut. Je dirais même plus. Vous êtes toujours sur la station Millennium et sur Je dirais même plus qui continue. Laissons la parole à notre marathonien monomaniaque de la chronique de tranchée, monsieur Benoît Lintanf. Benoît, cette semaine, mais quelle surprise, tu continues à nous parler de la BD de l'artiste américain Mike Mignola, Hellboy, puisqu'il semble que tu nous aies pas tout dit la semaine dernière à ce propos. Vas-y mon bon. Effectivement, il m'en restait quelques remarques fort intéressantes. Alors afin d'explorer la profonde mélancolie de cette bande dessinée, je poursuis son analyse. Alors pour revenir sur le contexte narratif, Mignola écarte son principal personnage de scènes d'action trop souvent répétées et identifiées pour placer son personnage dans une quête intérieure qui nécessite plus de réflexion, de questionnement que d'actions acrobatiques. Et c'est en cela que Mignola s'inscrit comme un grand auteur, car il modifie son style ainsi que son propos pour faire évoluer également son personnage et lui donner une plus grande profondeur psychologique. Le dessin stylisé et vif de cet auteur devient parfois schématique dans certaines vignettes. Ce n'est pas un défaut, bien au contraire, car cela renforce l'ambiance développée dans l'histoire. Il exploite souvent le détail d'un tableau noyé dans le clair-obscur, d'un livre ancien, d'une gravure rare, d'un costume répertorié pour évoquer une époque passée, une ambiance sépulcrale, c'est-à-dire une référence partagée par son lectorat érudit. Grand styliste, souvent imité mais jamais égalé, Mike Mignola s'inscrit dans l'histoire de la bande dessinée sous l'influence de Kirby, et son dessin stylisé, c'est-à-dire simplifié, reconnaissable entre tous, évolue aussi avec le temps vers plus de rondeur.
devenant presque sculptural, où les aplats noirs gagnent les détails jusqu'au dernier stade de lisibilité, et nous laisse une impression de lourdeur dans le traitement des décors, des attitudes, et de lenteur des personnages qui accentue encore cette atmosphère de grande mélancolie qui colle au personnage principal en fin de cycle. Le dessin est appuyé par une mise en couleur adéquate réalisée par Dave Stewart, sous le regard et les remarques méticuleuses de Mignola. Effectivement, le choix de tons rompus, c'est-à-dire de couleurs nuancées par le noir, crée une dominante sombre qui correspondrait au développement gothique de référence. À tel point que, dans les derniers albums, le protagoniste rouge, voire vermillon au départ, perd sa couleur au point de ne plus le reconnaître par cette particularité. En effet, les couleurs deviennent sourdes, comme si un voile passait sur la géographie d'outre-monde, développée par l'auteur dans une ambiance crépusculaire. Waouh! J'ignorais que Dave Stewart des Eurythmics était devenu coloriste pour Mike Mignola, mais c'est une bonne info. Ce doit être un autre. Voilà, merci pour cette deuxième analyse. Alors j'ai l'impression que grâce à toi, on va tous devenir ceinture noire en Hellboy, c'est bien parti pour en tout cas. Merci. Merci. Je dirais même plus. Voilà, le temps file, comme je le disais déjà plus haut. Alors nous enchaînons dans l'allégresse en appelant carrément la capitale pour vocalement rejoindre non pas Anne Hidalgo, mais bien Clotilde Pontaillé, notre envoyé spécial à Lutèce. Alors Clotilde, j'imaginais en lisant le sujet de ta chronique que Marie Curie avait, à ma grande surprise, créé et coaché une équipe de foot féminine nommée les Radium Girls. Mais il semble que je me sois encore bien viandé sur ce coup-là. Tu peux nous expliquer de quoi il en retourne en fait ? Pas de souci, Gilles. Déjà pour commencer, bonjour à tous les millennials et les autres générations qui daignent nous écouter. Pour ma première chronique, je vais donc, comme tu le disais, parler d'un livre qui date un petit peu. Oh, pas autant que Hellboy, rassurez-vous. Puisque je vais vous parler d'une BD sortie en août 2020 aux éditions Glénat, Radium Girls de Si. Avant de plonger dans l'histoire, je vais vous parler de l'objet déjà, parce que le livre a des incrustations phosphorescentes dans la couverture. Et non, ce n'est pas juste parce que la tendance est au rétro 90s. L'explication du pourquoi se trouve à l'intérieur du livre. Radium Girls nous invite à plonger dans la vie d'Edna, une jeune adulte américaine d'une vingtaine d'années, et de ses collègues. Elles travaillent à l'usine où elles passent leur journée à appliquer de la peinture sur des cadrans de montres. Le pinceau est tellement fin qu'elles doivent le passer sur leurs lèvres à chaque chiffre. Et la peinture qu'elles utilisent est un peu spéciale, elle brille dans le noir. Alors c'est marrant la peinture phosphorescente à la fin de la journée, leurs mains brillent dans le noir, ça fait sensation en soirée. Sauf que le composant qui brille dans la peinture, c'est du radium, un composé radioactif qui émet naturellement un rayonnement visible à l'œil nu. Oui, vous avez bien entendu, radioactif. Et oui, l'intrigue du livre se situe en 1918 et à l'époque on pensait à la radioactivité bénéfique. On trouvait des crèmes pour le visage à base de radium, des pulls faits en laine irradiée pour avoir plus chaud. Bref, des choses qui nous paraissent complètement dingues aujourd'hui. Autre dinguerie, un week-end les filles vont à la plage et l'une d'elles, Molly, met un maillot de bain certes un peu court pour l'époque et se fait contrôler par un policier qui lui indique que la taille entre le bas du tissu et le genou n'est pas réglementaire. Chose qui vous est peut-être déjà arrivée si vous êtes une fille et que vous allez au collège ou au lycée. 100 ans plus tard, certaines problématiques de société n'ont malheureusement pas changé. Je ne voudrais pas vous spoiler, mais je pense que beaucoup d'entre vous auront deviné que l'histoire ne se termine pas hyper bien pour Edna et ses copines. La radioactivité étant non pas une sinécure, mais un poison qui va continuer des années de les ronger à petit feu. L'humour des situations, la bienveillance des personnages et le fait que la BD soit entièrement réalisée au crayon couleur apportent une douceur bienvenue pour traiter d'un sujet aussi lourd. Petit fun fact, Si a travaillé longtemps sur cette BD, mais quelques semaines après la sortie de la bande dessinée, un film intitulé lui aussi Radium Girls est sorti au cinéma. Au final, le sujet est le même, mais le traitement et le médium suffisamment différents pour que l'un ne fasse pas d'ombre à l'autre. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, je vous invite à suivre Si sur Instagram, @yeasi avec un Y. Elle est très active sur le réseau social où elle poste régulièrement sur son travail de dessinatrice, ses week-ends en festival, les difficultés que rencontrent les artistes et autres professions indépendantes, notamment avec l'administration française. Elle poste aussi sur des sujets qui n'ont aucun rapport avec la bande dessinée. Elle nous montre les vêtements qu'elle coud ou les travaux qu'elle fait chez elle. Ce sont des sujets sur lesquels elle est autodidacte, ce qui fait que parfois, elle se foire. Et après, elle montre comment elle est parvenue à rattraper la foirade. De mon côté, ça me fait du bien de me souvenir qu'il n'y a pas que chez moi que tout n'est pas parfait du premier coup. Pour ceux qui ont du temps libre en journée, Si live Twitch aussi régulièrement la colorisation de sa future BD, dont je n'ai retenu que 3 informations essentielles. Le scénario est de Marc Dubuisson, @un pied. Elle est réalisée entièrement à l'encre et il y a des tas de bateaux, mais genre vraiment plein.
sur Instagram toujours, elle racontait qu'avant de se lancer dans le projet, les bateaux, c'était pas quelque chose qu'elle savait dessiner. Être dessinateur ne veut pas dire savoir tout dessiner, et je suis sûre que notre invité ne dira pas le contraire. Et donc, il faut savoir que son père, fan de modélisme, lui a fabriqué quelques bateaux en maquette, dont elle se sert comme référence pour les dessins. Trop cute, non ? Si ça vous a plu, sachez que Radium Girls est toujours disponible en librairie, et particulièrement dans vos petites librairies indépendantes. Belle journée et bonne lecture en presque direct de l'UTES. Super, merci. Et on essaiera de contacter un de ces quatre pour l'avoir comme formidable et dominical invité formidable. Puisque tout le monde a l'air d'accord, puis toi aussi, pour essayer de la recevoir, mais apparemment elle est très occupée. Merci Clotilde, tu peux reprendre le cours de ta vie dans la ville qui se donne l'air de ne jamais dormir. Et maintenant, justement, pour pas s'endormir, on va s'écouter un premier morceau. C'est Nino Ferrer qui va nous chanter son désir de lâcher un boulot de vendeur de robes en ville pour se barrer à la campagne. Une chanson bien évidemment écrite longtemps avant le Covid et ses turpitudes, mais qui a dû inspirer pas mal de gens ces derniers mois, un visionnaire. Voilà, c'était Nino Ferrer qui vendait des robes. On n'est pas à la campagne, mais on est bien au bord de la Manche et au cœur de la côte de Granit Rose sur le plateau de Millennium pour parler BD dans Je dirais même plus. Alors nous n'aurons pas tous les jours un véritable ex-pérosien en entretien, certes, mais c'est pas pour cela que nous avons Jean-Charles Crène au téléphone, mais bien car c'est un dessinateur et scénariste qui fait de la belle ouvrage avec une régularité à faire blêmir de jalousie l'horloge d'une gare suisse. Jean-Charles, c'est un très grand plaisir de t'avoir avec nous. Bonjour. Bonjour, moi aussi, merci. Et donc, je vais te laisser tout de suite entre les mains expertes d'André Morvan, que tu connais bien. Il faut avoir confiance, comme disait le Pitonka à Mowgli, ça va bien se passer. André, c'est parti. Hello Jean-Charles, comment ça va loin de Perros-Guirec ? Écoute, ça va mal, figure-toi, j'ai mal au dos, alors tu vois, j'aurais mieux fait de rester à Perros-Guirec. C'est l'âge, mon pauvre Jean-Charles. Alors, puisque tu es dans cet état-là aujourd'hui, on va parler plutôt de tes débuts. Tu as débuté avec Les Aigles décapités, scénarisé par Patrice Pellerin. Oui. Patrice Pellerin lui-même a dessiné Barbe Rouge, et aujourd'hui, c'est toi qui scénarises Barbe Rouge. Alors, tu me vois venir, est-ce que Jean-Michel Charlier n'est pas votre dénominateur commun? Et la question en comporte deux. Quel effet ça te fait de succéder à Jean-Michel Charlier? Alors, effectivement, le destin a des fois des circonvolutions étonnantes parce que, effectivement, comme tu l'as dit, Patrice dessinait Barbe Rouge quand je l'ai rencontré, et 30 et quelques années plus tard, c'est moi qui le scénarise. Oui, Jean-Michel Charlier est certainement notre point commun parce que moi j'ai été bercé par les aventures de Charlier, Blueberry, Tanguy la Verdure, Barbe Rouge, principalement, puisque j'étais un lecteur assidu de pilotes, donc ces séries-là étaient dans ce journal. Et effectivement, j'avais failli bosser avec Jean-Michel Charlier comme scénariste, puisqu'il m'avait proposé, par l'intermédiaire de Patrice Pellerin, qui me l'avait fait rencontrer, de reprendre la série Jacques Le Gall, une série qui était chez Dupuis, dans le journal Spirou. Alors moi, à l'époque, jeune dessinateur, je ne rêvais que d'une chose, c'était de travailler avec le maître, comme on dit. Et ça ne s'est jamais fait parce que Charlier était connu pour ne pas alimenter ses dessinateurs réguliers, ses dessinateurs officiels en texte. Alors un jeune dessinateur qui devait redémarrer une série, en fait, j'ai jamais vu le moindre texte, quoi. Oui, mais je le rencontrais régulièrement. Oui, pardon. Oui, c'était l'époque où il se consacrait un peu plus à la télévision qu'à la bande dessinée. Exactement, et d'ailleurs il me donnait toujours rendez-vous dans les studios de la télé où il montait ses dossiers, les dossiers noirs du pétrole et autres trucs et autres enquêtes sur la mafia, sur les mafias et compagnie. Donc c'était assez étonnant. Et alors ce qui était le plus rigolo, c'est que moi mon dessin lui plaisait bien. J'avais un dessin à l'époque assez style ligne claire, un peu dans l'esprit de Mitac justement. Et donc on parlait pas trop dessin et comme quoi je devais être plus ou moins déjà intéressé par le scénario, parce que à l'époque je n'étais pourtant que dessinateur. C'est que j'arrêtais pas de parler scénario avec lui, donc je posais plein de questions sur sa manière de travailler, je trouvais ça intéressant, etc. Donc tu vois, Charlier vraiment veille sur nous, quoi. Oui, et comment es-tu devenu autant scénariste que dessinateur? Un peu le hasard
en fait, Patrice Pellerin, qui aime bien travailler seul, m'avait toujours dit que les aigles décapités, pour lui, c'était un ballon d'essai pour un ballon d'essai pour le scénario, parce que justement, Charlier le laissait des fois 3 semaines sans texte. Il a même reçu des demi-pages de scénario, c'est pour te dire. Alors, comme me disait Patrice, une demi-page de Charlier, c'est 6 images, 2 bulles par image, un abordage, donc il y a de quoi s'occuper. Bon, enfin, c'était un peu curieux comme cette façon de bosser. Donc Patrice avait vite subodoré qu'il passerait pas sa vie à travailler avec Charlier. Bon, déjà, il était beaucoup plus jeune et Charlier avait quand même un peu de bouteille. Et donc, il envisageait déjà de devenir auteur complet. Et donc, comme moi, je voyais pas de texte arriver de la part de Charlier, un jour, il m'a dit, écoute Jean-Charles, j'ai une histoire que j'aurais jamais le temps de faire, qui se passe au Moyen-Âge, qui commence par une chasse au sanglier, est-ce que ça t'intéresse? Et alors moi je lui ai dit, bah oui, je veux bien, mais alors moi le Moyen-Âge, j'y connais rien du tout. Et Patrice était un médiéviste confirmé, enfin comme tout ce qu'il fait, il le fait à fond, donc il avait des tas de bouquins. Parce qu'à l'époque, faut pas oublier qu'il n'y avait pas Internet, il y avait pas les facilités de documentation qu'il y a maintenant. Donc quand tu te documentais sur le Moyen-Âge, tu allais soit dans les musées, soit tu avais des gros bouquins d'histoire et avec les costumes et compagnie, quoi. Mais il avait tout ça. Et donc voilà, c'est comme ça que ça a démarré, et la chance a voulu que Glénat était en train de créer la revue Vécu, et c'était pile le matériel qu'il cherchait, donc c'est comme ça que moi j'ai pu démarrer dans ce beau métier. Et donc là, tu scénarisais ta propre série, mais petit à petit, tu en es venu à écrire des scénarios pour d'autres dessinateurs. Et donc, c'est quoi? C'est justement l'envie de travailler avec d'autres, de ne pas être toujours tout seul sur ta table à dessin? Non, alors au départ c'est un pur hasard. En fait, effectivement, après avoir fait les aigles décapités, avoir dessiné 3 aigles décapités sur un scénario de Patrice m'a dit qu'il arrêtait, donc j'ai écrit le 4e. Et puis moi j'aime bien changer, j'aime bien me renouveler. J'étais en phase où j'avais besoin de faire des essais graphiques, donc je reconnais que j'avais été extrêmement marqué à l'époque par l'album de Sambre de Isler, et j'avais envie d'aller un peu vers un dessin un peu moins réaliste, un peu plus expressionniste, on va dire semi-réaliste expressionniste, sans faire du sang bien sûr parce que c'était pas le but, mais d'aller explorer cette piste. Donc j'ai créé Boudom. En plus étant breton d'origine, même si c'est pas de Perros-Guirec, mais j'avais cette histoire qui me trottait un peu en tête, j'avais des ambiances de Bretagne dans la tête, enfin bref. Donc j'ai proposé Boudom chez Glénat. On a commencé par me dire non, fais pas du Boudom, qu'est-ce que c'est que cette histoire, continue les aigles. J'ai dit non, mais je vais continuer en alternance, mais de toute façon moi je fais cette histoire, et puis à l'époque, je reconnais que c'était quand même plus facile de négocier avec les éditeurs parce qu'il y avait beaucoup moins de BD. Et puis, comme les aigles marchaient quand même relativement bien, je leur ai dit, si vous en voulez pas, de toute façon, de Boudom, j'irai le proposer ailleurs. Donc, on m'a dit, oui, bon, on va te prendre Boudom. Bon, alors donc, du coup, ils me prennent Boudom, qui marche très bien. Et puis, moi, après, on me dit, bon, maintenant, il faut faire le tome 5 des aigles décapités. Et en fait, j'avais plus du tout envie de dessiner les aigles décapités parce que j'étais vraiment parti sur Boudom. Tu étais passé à autre chose. J'étais passé à autre chose. Et donc, Patrick Jussaume, qui était un copain que je rencontrais régulièrement en festival, a arrêté une série chez Glénat parce qu'il s'entendait plus très bien avec son scénariste, enfin bref. Et il me dit, je fais le dernier album avec lui et j'ai plus de boulot après. Et moi, je dis, tiens, est-ce que tu n'aurais pas envie de reprendre le dessin des aigles décapités? Parce que je m'étais dit, parce que Glénat m'avait dit, à ce moment-là, faites le scénario des aigles, et puis trouver un dessinateur. Et donc c'est comme ça que j'ai proposé à Patrick Jussaume de reprendre les aigles décapités. Et Patrick, qui vivait à Rouen à l'époque, et m'a dit non. Au bout d'un certain temps, il m'a répondu tranquillement. Il a roulé 3 cigarettes. Il a regardé 2 mois de passé. Il m'a dit non, ça m'intéresse pas de reprendre une série qui existe. En revanche, j'aimerais bien que tu m'écrives une histoire, parce qu'il avait bien aimé Boudom. Et moi, je lui ai dit banco, mais sans trop savoir, comme ça, simplement par amitié, quoi. C'est lui qui avait envie de dessiner des bateaux? Non, alors au début, il avait aucune envie particulière, et moi j'ai dit oui, mais j'avais aucune idée non plus particulière. Et en fait, je lui ai proposé plusieurs sujets. Un sujet sur la Seconde Guerre mondiale, à l'époque en BD, il n'y en avait pas trop eu. Un sujet sur les SDF, on est dans les années, fin des années 80, 90, ce nouveau mot est apparu, et je me dis tiens, ça pourrait être intéressant. Alors tous ces sujets l'intéressaient, mais je ne le sentais pas passionné.
Et c'est à Perros-Guirec que ça s'est déclenché, parce qu'il est venu nous voir un jour avec sa femme et sa fille, et alors qu'on était en train de baigner nos 2 filles, ma deuxième avait l'âge de la sienne, dans la baignoire, il y a un petit bateau qui flottait dans la baignoire. Je te jure que c'est vrai, hein, c'est incroyable. Et je lui dis, tiens, une histoire de cargo, est-ce que ça te plairait ? Et là, il a ses yeux qui se sont illuminés, et il m'a dit, ah bah ouais, les cargos, il habitait Rouen, et puis ce que j'avais appris après, c'est que comme moi, il avait vécu en Afrique quand il était jeune, parce que son père travaillait là-bas comme le mien, donc il avait vu ces fameux Liberty Ships, ces fameux cargos sur les côtes africaines, etc. Donc ça l'a tout de suite emballé, et c'est comme ça que c'est parti. La suite, tu la connais, mon cher André, parce que j'avais aucune doc, et je crois que tu m'as aidé à en trouver. Il me semble. Voilà. Avec l'école de la marine marchande de Paimpol. Non, je voulais juste dire, c'est comme ça que je me suis retrouvé à scénariser pour un autre, quoi. Donc voilà. Et puis ça réglait pas mon problème des aigles décapités. Et puis finalement, ayant un scénario en plus à faire, plus la Boudum a continué. À ce moment-là, j'en ai parlé à Glénat, qui a trouvé Michel Pilaret pour reprendre le dessin des aigles. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé en même temps que je dessinais, je scénarisais et dessinais Boudum, j'ai scénarisé et les aigles décapités pour Michel Pilaret, qui vit toujours d'ailleurs en Belgique, et Tramp pour l'ami Patrick qui vivait à Rouen à l'époque. Donc voilà. D'accord. Voilà l'histoire. On va marquer une petite pause musicale avec un morceau de Benabar qui s'appelle Le début de la suite et que tu as choisi. Voilà. Oui. Et puis on reprendra Super. juste après. Benabar, un chanteur qui écrit des chansons qui racontent des histoires, c'est vraiment un choix de scénariste. Ah, complètement, j'adore ce chanteur, t'as tout dit, là. Effectivement, il raconte des histoires avec une efficacité redoutable, il a le sens de l'ellipse, il a fait de très très belles chansons, en plus musicalement je trouve ça sympa, c'est ce qu'on appelle un chanteur à texte, mais à texte intelligent, j'adore. Donc c'est vrai que j'achète tous ces disques, tu vois le vieux qui parle déjà, tous ces CD, je suis encore au CD, moi, tu vois, j'achète les CD. Et Jean-Charles, dans ton histoire d'auteur de bande dessinée, on en arrive maintenant à Gilles Saint-André. Et ouais. C'est une série avec laquelle tu abordes des sujets sociétaux, comme le racisme, le terrorisme, la violence faite aux femmes. C'est la série qui te permet un petit peu d'exorciser les sujets qui te préoccupent. En quelque sorte, oui. Alors, pour être honnête, je l'ai pas fait pour ça au départ. Au départ, je voulais retourner vers après Boudum, après les aigles décapités. Je voulais aller vers un polar un peu contemporain pour parler de notre dans l'esprit 13 d'Argowitch entre guillemets, quoi, mais en restant en France, quoi, avec un héros français, d'où le nom d'ailleurs, Gilles Saint-André. Et effectivement, je me suis vite rendu compte que ça permettait effectivement de me lâcher un petit peu sur certains sujets. Ce que j'ai d'ailleurs toujours regretté, c'est que on a beaucoup de médias mainstream, je dirais, considèrent la BD populaire comme pas forcément très intéressante, alors que dans une série comme Tramp, dans des séries comme Tramp ou même dans Gilles Saint-André, ils abordent des fois des sujets, comme tu l'as dit, sur la maltraitance faite aux femmes, etc. Et jamais j'ai eu l'occasion d'être interviewé sur ce sujet, alors que j'avais effectivement autant de choses à dire que beaucoup d'auteurs. Mais bon, comme c'était traité dans une BD d'aventure, un petit peu avec suspense, rebondissement, etc., ça fait pas sérieux. Donc du coup, mais bon, moi ça me gêne pas. J'ai un lectorat qui me suit sur ce genre d'histoire, et puis comme tu dis, ça me permet d'aborder des sujets un petit peu plus contemporains, quoi. Oui, d'ailleurs sur cette série, tu travailles surtout par cycle. Est-ce que c'est parce que tu es fan de vélo? Excellent. Je vois que t'en connais un rayon. Je me souviens, Jean-Charles, qu'à une époque, tu avais imaginé faire une série d'humour justement sur le cyclisme. Et c'était un truc de fou, ça, parce que dessiner des vélos, c'est ce qu'il y a de pire, c'est ce qu'il y a de plus dur. Ouais, alors, comme quoi, des fois, faut pas être trop en avance, parce que puis j'ai pas su imposer ce sujet, parce qu'effectivement, je faisais beaucoup de vélo à l'époque dans des groupes, comme on en voit en Bretagne. Je roulais avec le club Alcatel, je jouais avec le club de Rospez aussi, et donc je trouvais dans les sorties du dimanche en groupe, il y avait des gags qui me venaient, qui étaient un peu similaires à certains gags de je sais pas si tu connais la série de Joe Bartim.
Oui. Sur les motards des années 80, 70, 80, plutôt 70 d'ailleurs, qui se tiraient la bourre. Enfin bref, et il y avait des similitudes un petit peu, et à l'époque, les BD de genre, enfin pas de genre comme on dit sur les métiers et tout ça, il y en avait quasiment pas. Il y avait juste le Joe Bartim qui était sorti. Et moi, j'avais proposé ça à tous mes éditeurs, enfin ceux que je connaissais. Ils m'ont tous refusé en me disant mais non, c'est pas ton style, encore une fois. Et c'est un de mes grands regrets parce que j'aurais dû imposer ce truc-là. Et bon, comme j'avais plein d'autres idées, ils ont peut-être raison. J'ai pas insisté. Et puis des années après, il y a eu toutes les BD. Il y a même une boîte de bande dessinée qui s'appelle Bambou qui est née de BD spécialisées, quoi. Donc j'étais vraiment en avance. Enfin, il y avait le Joe Bartim avant moi, mais je veux dire après lui, il y avait aucune BD de ce style, quoi. Et ça, c'est vraiment un de mes grands regrets. En plus, j'aimais bien. Et je crois même me souvenir que je t'avais demandé un petit peu ton aide pour m'aider à trouver des petits gags. Comme tu le sens. Ouais. Enfin, les gags, je les avais, mais des fois, savoir les rédiger, c'est autre chose, quoi. Il y a un sens de la synthèse que tu as que j'ai pas forcément. Et je me rappelle t'avoir sollicité. Bon, puis ça n'a jamais rien donné, quoi. Enfin, c'est bien dommage. Ça t'apprendra à me solliciter. Jean-Charles, le temps passe très très vite en radio. Y a pas de... Alors, est-ce que tu pourrais, pour conclure, nous parler de l'avenir de Tramp sans Patrick Jussomme, malheureusement, et puis aussi de nous parler de la suite des aventures de Barbe Rouge. Est-ce que tu vas continuer à scénariser cette série ? Alors pour Tramp, je rassure les lecteurs qui aiment la série, elle redémarre, puisque nous avons trouvé un dessinateur italien, lui aussi, qui s'appelle Roberto Zaghi, qui vit à Milan, un gars d'une 50aine d'années qui a du métier, et qui a repris le dessin de Patrick, dans l'esprit de Patrick. C'est évidemment pas le dessin de Jussomme, mais c'est dans la même famille de graphiques, et c'est vraiment très très bien ce qu'il fait. Et donc le prochain album sort en avril prochain. Ah oui, donc, logiquement, bonne nouvelle. Et il devrait être pour Perros Guirec, puisqu'il devrait sortir début avril. Donc je devrais l'avoir pour Perros Guirec. Et ça sera une histoire en deux tomes, un diptyque comme ils disent. Et donc voilà, c'est une série qui est repartie sur de bons rails, si on peut dire, pour une série maritime. Enfin bref. Et puis Barbe Rouge, oui, je travaille sur le tome 3. Enfin j'ai fini le scénario du tome 3, qui sera une histoire complète en 70 pages. Que Stefano a attaqué, et donc pour l'instant on continue, quoi. On a eu un bon accueil sur les deux premiers. Maintenant, avec les éditeurs et le marché qui est quand même très très compliqué, je ne peux rien garantir parce que d'abord la série m'appartient pas, donc c'est pas moi qui décide, c'est les éditeurs. Enfin, l'éditeur et les héritiers, enfin les ayants droit comme on dit. Mais bon, a priori, en tout cas, il y aura au moins un tome 3 qui sera une histoire complète, quoi. Après, je sais pas. Logiquement, si ça fonctionne, on devrait continuer, quoi. Oui, vous avez toujours le même plaisir, Stefano et toi, à continuer cette série mythique. Ah bah oui, j'adore, parce que alors là pour le coup c'est ma Madeleine de Proust, quoi. Au-delà du fait que j'avais rencontré Charlier et le clin d'œil du début de l'interview, moi j'ai quand même lu ça, j'ai lu ses aventures quand j'étais gamin dans Pilote, quand j'étais en pension à Saint-Malo chez les curés, tu vois. Ça me sortait de mon univers quasi carcéral, quoi, si tu veux, quand je embarquais à bord du Faucon Noir ou que Bleubury poursuivait les Cheyennes ou je sais pas quoi, tu vois. Donc c'était fabuleux, quoi. Donc pour moi moi j'ai accepté quand ils m'ont proposé de faire le scénario, j'ai accepté tout de suite sans m'occuper de savoir ni les conditions financières et tout. C'était vraiment pour moi un plaisir, et double plaisir parce qu'en plus Stefano c'est un garçon absolument adorable, talentueux. Il vient d'avoir 33 ans et donc il est tout jeune, et il est vraiment hyper balèze. Alors franchement, et puis, c'est beau, réactif, ouais. Puis surtout on en discute, il est largement meilleur que moi, mais quand je lui fais une remarque sur un truc de mise en scène ou un petit truc de dessin, 2 heures après il me renvoie un truc corrigé, nickel, avec 2 propositions. Enfin, c'est un véritable plaisir de bosser avec lui, quoi. Donc oui, pour l'instant, ça continue. Voilà. D'accord. Que de bonnes nouvelles. Merci Jean-Charles, et soigne bien ton dos. Ouais, merci à vous deux, et puis bonjour à Perros et aux amis de Perros. D'accord. Jean-Charles, André, oui. Comme le disait il n'y a pas si longtemps Valérie Trierweiler, merci pour ce moment. Oui. Voilà. Bon au revoir Jean-Charles, et puis à bientôt en avril alors. À bientôt, voilà. Avec plaisir. Et on va continuer maintenant avec une pause musicale, la 3e et la dernière.
Et donc on va écouter un songwriter américain extraordinaire, J.E. Sundy, qui va nous chanter I Don't Care to Dance. Ah, il y a des moments comme ça, la vie est belle, hein. Et ben l'air de rien, nous attaquons maintenant par la face nord, le dernier quart de Je dirais même plus sur Millennium. Et alors, fulgure au point d'astéroïde de Cornofulgure, Damien Dogno, tu vas nous parler cette semaine de Morrison et Goldorak, apparemment. Mais au fait, Morrison, d'accord, mais Jim ou Tony ? On va plutôt prendre Xavier pour ce coup-là, mon cher Gilles. Alors c'est Dorisson, c'est pas Morisson. Ah là là, on m'a donné des fausses infos. Alors, c'est pas pour raconter ma vie trépidante à la radio, mais je suis allé voir une expo à la Maison de la Culture du Japon à Paris. À fond dans la décroissance, amateur de pâte d'œuf et de veste à franges, vous allez vous reconnaître. Je parle de celui qui rêvait de notre Terre, la planète bleue, dont il voyait la lumière à 100 000 lieues, de son merveilleux robot de lumière et d'acier. Goldorak, pause. Voici la légende que je vais vous raconter. Actarus, prince de Fort, et oui, sur Millennium, on va parler de Grandizer, aka Goldorak. L'expo est superbe, complète. On y retrouve des planches originales du manga de Go Nagai, des cellulos de l'animé qui débarquaient sur Recrea 2 en 1978, les goodies d'époque, quand on allait à l'école avec une boîte à goûter Actarus, un cartable Alcor et une trousse Phoenicia, quand on imaginait que la moto idéale devait obligatoirement avoir 3 roues et que les méchants manquaient de jugeote pour ne pas trouver l'entrée de la Goldo Cave. Le commissaire de l'expo est un Gavroche généreux en partage qui papote avec les visiteurs. On entend le générique de la série chanté par Noam dans un coin, et avec le masque, Covid oblige, sur mon selfie avec Actarus et son casque, je lui ressemble presque. Mais je reviendrai sur cette ressemblance. Mais pourquoi on parle de l'expo, enfin d'une expo sur la série dans une émission de BD? Benoît, il va tiquer. Parce que j'ai eu la chance, au fil de l'exposition, de découvrir en avant-première 3 planches du one-shot Goldorak chez Kana. Avec Xavier d'Horizon, justement, et Denis Bajram au scénario. Alors d'Horizon, on connaît Sentinelle, je ne vais pas toutes les citer. Bajram, Universal War One. Je pense que ça suffira. Qui ont convaincu Go Nagai du bien fondé de leur projet. Il a donné son feu vert en 8 jours. Le pitch. 30 ans après la victoire contre Vega, Actarus et Phoenicia sont repartis sur Euphor. Mais la menace refait surface. Et Actarus revient nous sauver. L'objectif était clairement de respecter le matériau d'origine, sans condescendance, sans effet kitsch, de garder un personnage authentique, la magie de l'époque, mais aussi un vrai point de vue. Brice Cossu et Alexis Santenac arrivent au dessin, Johan Guillot assurant la couleur, trouvant l'équilibre pour donner le ton entre réalisme, humour et manga. Ils ont donc réalisé un album à 10 mains pour ce revival. À l'heure où ces lignes sont écrites, l'album n'est pas encore sorti, et je n'ai que les planches exposées pour me faire une idée. On y retrouve la séquence métamorphose, et un combat à l'Astéro H, des sidekicks habituels. Le robot est entretenu comme un jigger de Pacific Rim. Ah bah oui, forcément, les mechas ont terriblement évolué depuis 1978. Et forcément, il y a eu des choix narratifs à faire, comme de donner, 30 ans plus tard, le même âge à Actarus qu'à sa fanbase. Et oui, on lui ressemble maintenant. Mais chacun aura un avis forcément tranché. Rares sont ceux qui avaient lu le manga à l'époque. Cet univers n'existe qu'en série très vintage. Genre de Madeleine, daté. Alors, revivre ça en BD donnera du pour et du contre. On y adhère totalement ou pas du tout. C'est le propre des adaptations. Mais à la Maison du Japon à Paris, les jeunes étaient nombreux. La relève est déjà là, prête à se faire un avis neuf sur ce robot. L'expo Goldorak se tient jusqu'au 30 octobre, si vous voulez y aller. Alors, si je vous dis, la lune est rouge ce soir, les forces de Vega vont attaquer demain. Les forces de Vega vont attaquer demain. Les forces de Vega vont attaquer demain. Voilà, comme disait ma grand-mère. Merci Damien d'avoir évoqué l'une de mes Madeleines de Proust en dessin animé. Je dirais même plus. Voilà, tout comme un bon album d'Astérix ne se termine jamais sans son banquet gaulois, un numéro de Je dirais même plus est une symphonie dont les dernières mesures ont pour seul compositeur André Morvan. Que vas-tu donc nous marabout-ficéliser en ce dimanche 24 octobre sur Millennium, notre cher André ? Eh bien, Gilles, la réintroduction artificielle du loup en France, qui provoque de nombreuses oppositions, et son retour naturel provoque de vives réactions dans le monde pastoral.
La réintroduction de l'ours dans les Pyrénées déchaîne les passions. Les pros s'opposent aux anti. Et tout le monde se souvient encore de l'ours cannelle abattu par des chasseurs. La prolifération du sanglier, ce ravageur de culture, suscite des affrontements réguliers entre les chasseurs et les écolos. L'explosion démographique du menu préféré d'Obélix, donc, pose un problème de fond. Le renard, voleur de poules, considéré comme nuisible et massacré sans pitié. Mais des renards, des ours, d'accord, mais on est quand même loin de la BD. Benoît va encore réagir. Bah oui, mais Gilles, ces problèmes de cohabitation difficiles entre l'homme et l'animal ne sont pas nouveaux. Ils étaient déjà évoqués dans une bande dessinée il y a tout juste 80 ans. C'est un anniversaire. En effet, cette année 2021, la série Sylvain et Sylvette fête ses 80 ans. Il y a tout juste 80 ans, Sylvain et Sylvette naissaient sous la plume talentueuse de Maurice Cuvillier, un génial dessinateur aux traits épurés et nerveux. Maurice Cuvillier, il décède en 1957 et les reprises de sa série seront de qualité nettement inférieure à son propre travail. Sylvain et Sylvette tiennent leur prénom de la forêt, le milieu dans lequel ils évoluent. Ils portent sabots et bonnets, la tenue du monde agricole du 19e siècle. Si dans la BD, il n'y a pas encore de champ de maïs ni de crédit agricole, les ennemis désignés, les boucs émissaires, sont déjà les mêmes qu'aujourd'hui. Les 4 méchants compères, souvenez-vous, sont le loup, lucide et méfiant, l'ours, balourd et maladroit, le sanglier, moqueur et ironique, le renard, rusé et malin, c'est d'ailleurs le cerveau de l'équipe. Une conclusion un peu hâtive et de mauvaise foi de ma part, donc, pourrait me faire dire que sous les frais minois de Sylvain et Sylvette se cache en fait de machiavéliques agents de Willy Chaffren, c'est pas Crahen, c'est Chaffren, président de la Fédération nationale des chasseurs, et de Christiane Lambert, présidente de la FNSEA. Voilà, c'est QFD. Bravo. Merci André de ne pas avoir laissé inachever cette magnifique symphonie. Schubert de Schubert. Je dirais même plus. Bon les amis d'ici et d'ailleurs, et vous toutes et tous qui nous écoutez, il est temps pour nous d'aller vivre d'autres aventures en lisant plein d'albums. Mais nous vous retrouverons dès dimanche prochain pour une 3e émission avec pour formidable et dominical invité formidable un auteur dont les initiales même lui interdisaient formellement de se consacrer à quelque autre métier que celui-là. Vous verrez bien. Merci à Millennium de l'accueil et surtout merci à Greg de s'être chargé de la technique. Pour les boulets que nous sommes parfois, je me permets de rectifier en voyant ton regard, c'est pour les boulets que nous sommes souvent. Voilà. Les gens, si ça vous a plu, ne manquez pas les prochaines. Parlez-en autour de vous et partagez sur les réseaux sociaux. Ça tombe bien, on les a tous. Hein, Damien ? On les a tous. Voilà. On les attend. Eh bien, à dimanche prochain, même heure et même fougue. C'était Je dirais même plus. On vous embrasse dans le respect des gestes barrières. À dimanche. Et Navo. Allez.